Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour la deuxième émission de Brief Science qui est consacrée à la perte de biodiversité et la sixième extinction de masse. Donc, c'est un sujet que vous avez choisi. Pour rappel, on vous avait proposé deux autres sujets lors d'un sondage qu'on vous a envoyé par mail, mais qui n'ont pas eu assez de votes. Donc, il y en avait un sur les volcans et l'autre sur l'exploration spatiale. Merci à toutes celles et ceux qui ont voté. Donc, ce soir, on parle de la sixième extinction de masse. Je suis Morgane Guillet, journaliste scientifique et cofondatrice de Brief Science, un nouveau média de vulgarisation scientifique, et je serai votre animatrice pour ce soir. Je suis accompagnée d'Imen Amchiche, qui est également journaliste et qui a cofondé Brief Science avec moi et l'équipe de Brief Me. Et pour une fois, elle se trouve en France. Elle a fui le grand froid canadien depuis quelques jours. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour discuter avec nous. J'aurai le rôle de modératrice, donc c'est moi qui vais faire remonter toutes vos questions à notre invité. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Éric Buffetot, qui est paléontologue, chercheur au CNRS et spécialiste des dinosaures et des ptérosaures. Il a beaucoup travaillé sur les grandes extinctions de masse et il a publié des livres, notamment sur le sujet. Alors, il y en a deux que je vais vous citer. La fin des dinosaures, comment les grandes extinctions ont façonné le monde du vivant, qui est paru en 2003. Et Sommes-nous tous voués à disparaître? Idées reçues sur l'extinction des espèces, qui est paru en 2020, celui-ci. Oui. Imen, je vais te laisser enchaîner sur la présentation de Brief Science. Oui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à celles et ceux qui nous découvrent que Brief Science est un nouveau média de vulgarisation scientifique indépendant et sans publicité qu'on a créé avec l'équipe du média Brief Me. Et chaque semaine, on vous envoie un récap des nouvelles les plus importantes de l'actualité scientifique par email et bientôt sur notre application qui sortira début mars. Depuis hier, avec Morgane, on est super contente parce que ça y est, on peut vous l'annoncer, la campagne de financement participatif est terminée et Brief Science est officiellement lancée. On a récolté près de 52 000 € avec 1200 abonnés fondateurs. Merci de nous avoir aidés à ce que ce projet voie le jour. Lundi, on a publié la toute première édition de Brief Science, qui avait pour sujet principal la biodiversité des fonds marins. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on connaît mieux la Lune et Mars que les grands fonds. On vous invite à retrouver cette édition sur le site de Brief Science pour en savoir un peu plus. Vous pourrez aussi retrouver toutes les éditions tests qui sont parues jusqu'à présent. Il y en a 4. Donc, une seule adresse, www.brief.science. Maintenant que les présentations sont faites et qu'on a fait un petit point sur le sujet du jour, Morgane, je te laisse la parole. Ok. Donc, retour sur le sujet principal de ce soir, la sixième extinction de masse. Au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à 5 reprises, à cause de différents phénomènes naturels, notamment une intense période glaciaire, le réveil de différents volcans, et puis la fameuse météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d'années et qui a rayé de la carte les dinosaures. Celle-ci, c'est celle qu'on connaît le mieux et c'est la dernière extinction. Donc, ces 5 événements catastrophiques, on les appelle des extinctions massives ou des extinctions de masse. C'est-à-dire qu'au moins 75% des espèces animales et végétales qui étaient présentes sur Terre et dans les océans ont disparu. Ce qui nous intéresse ce soir particulièrement, c'est qu'il y a de plus en plus d'études qui mettent en évidence une disparition importante d'espèces et à un rythme élevé, qui laissera entendre donc qu'on est aujourd'hui dans une sixième extinction de masse, qui est entièrement due cette fois-ci aux activités humaines. Pour en discuter, on a invité Éric Buffetot, qui est membre du comité scientifique de Brief Science et également paléontologue. Pour démarrer l'émission, on lui a demandé d'apporter un objet en lien avec la thématique des extinctions et son activité professionnelle, donc la paléontologie, pour vous présenter cet objet. Alors Éric, quel objet Bonsoir, exactement. Alors, les objets, oui, j'ai un peu hésité à ce sujet, et puis comme il s'agissait d'illustrer mon métier, mon travail, j'ai pris des objets qui n'ont vraiment rien de sophistiqué. Ça peut paraître étrange au niveau de la science d'aujourd'hui, mais par exemple, voici un marteau de géologue, hein, qui est un outil de base, hein, du paléontologue sur le terrain, hein, qui sert tout bêtement à casser des cailloux. Et puis un autre outil qui va être peut-être encore plus étonnant ou inattendu, c'est ce couteau à huître. J'essaie de vous montrer, oui, voilà, un simple couteau à huître.
Et c'est un outil qu'on trouve un peu partout, qu'on peut acheter dans de nombreux magasins, et qui nous est très utile pour creuser les sédiments et sortir des fossiles, parce qu'il a une lame assez forte, on l'a bien en main, et on s'en sert énormément. Alors, ça surprend pas mal les vendeurs quand on en achète une demi-douzaine d'un coup, et parfois, on leur explique quand même pourquoi on fait ça. C'est pas parce qu'on aime énormément les huîtres, même si c'est le cas, mais c'est aussi parce que il s'est avéré que c'était un outil parfaitement adapté à l'extraction des fossiles, au moins dans un certain type de terrain pas trop dur. Donc voilà deux outils du paléontologue. Alors évidemment, ça c'est les outils de terrain. On utilise aussi des choses un peu plus sophistiquées au laboratoire. Mais c'est un peu difficile de vous les montrer ce soir. Donc, ces deux outils-là, c'est des choses que vous avez beaucoup utilisées au cours de votre carrière. Ah oui, le marteau, ça doit faire près de 40 ans que je l'ai. Hein. Il a beaucoup voyagé à travers le monde. Il m'est même arrivé il y a très longtemps au Pakistan de l'oublier sur le terrain et de retourner le lendemain et de le retrouver, ce qui me paraissait totalement invraisemblable, mais bon, c'est arrivé. D'accord, très bien. Selon voilà. Oui. Merci pour avoir présenté ces objets utiles à votre travail. Donc, selon une étude qui a été publiée le 10 janvier dernier dans la revue Biological Review, la 6e extinction massive de la biodiversité aurait déjà commencé. Et les chercheurs ont estimé que la Terre a perdu entre 7,5 et 13% de ses 2 millions d'espèces en 1500 ans. Alors, une première question pour vous, qu'est-ce qui caractérise une grande extinction? Juste, c'est depuis 1500. Depuis l'an 1500. Depuis l'an 1500, oui. Oui, c'est ça, depuis la Renaissance, en fin de compte. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que des extinctions, ils sont produits sans arrêt dans le cours de l'évolution normale des espèces. Une espèce animale, elle n'a pas une durée d'existence infinie. Donc, il y a des extinctions sans cesse. Hein. C'est ce qu'on appelle parfois le bruit de fond des extinctions. Mais il y a aussi, à certains moments de l'histoire de la Terre, de l'histoire des êtres vivants, des phases d'extinction beaucoup plus importantes, si on peut dire. Et c'est ce que l'on a appelé depuis quelques dizaines d'années maintenant, des extinctions en masse, des extinctions massives. Et alors, ces grandes phases d'extinction, elles se caractérisent par plusieurs choses. D'abord, elles touchent de très nombreuses espèces. Hein. Dans certains cas, on a estimé, par exemple, pour la grande extinction de la fin du Permien, que 90% des espèces vivantes avaient disparu. Des estimations, hein, c'est pas forcément à prendre exactement au pied de la lettre. Et ces extinctions aussi, elles touchent des êtres vivants dans de très nombreux milieux différents, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas frapper uniquement quelques groupes d'animaux particuliers, elles vont dévaster des écosystèmes très divers, y compris dans les mers et sur les continents, par exemple. C'est vraiment des choses qui sont de très grande ampleur en ce qui concerne les espèces qui sont touchées. L'autre point, c'est qu'elles sont relativement courte dans le temps, au moins à l'échelle géologique. Hein. Alors, ça pose d'ailleurs un très gros problème. Combien de temps environ? Combien de temps? Alors voilà la grosse question, c'est que c'est très difficile à estimer, surtout quand ça se passe il y a très longtemps dans le passé. Donc on a beaucoup discuté de la durée de ces extinctions. Alors celle qui a été le plus étudiée, c'est celle qui s'est placée il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, et qui a éradiqué les dinosaures. Enfin, disons les dinosaures qui n'étaient pas devenus des oiseaux, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on s'est beaucoup demandé combien de temps ça avait duré. Et les géologues ont tendance à voir les choses sur des très longues durées, hein, en millions d'années et autres, mais il s'avère que la grande extinction il y a 66 millions d'années, s'est probablement produite en très peu de temps, hein, géologiquement parlant, peut-être simplement en quelques centaines d'années, au grand maximum quelques milliers d'années. Donc c'est des choses qui sont assez brutales, en tout cas à l'échelle des temps géologiques, où on pense très souvent en millions d'années plutôt qu'en siècles, par exemple. Alors pour d'autres extinctions plus lointaines, on a vraiment beaucoup de mal à estimer la durée. Mais d'un point de vue géologique, c'est quelque chose de néanmoins rapide dans tous les cas de figure.
D'accord. Donc pour résumer, une extinction massive, il y a 2 critères. Une disparition très importante des espèces, que ce soit sur Terre ou dans les océans, et Oui. sur une très courte durée, au moins à l'échelle des temps géologiques. Donc vous nous avez dit une centaine d'années dans le cas de la disparition des dinosaures. Et aujourd'hui, donc, on retrouve ces 2 critères? Alors aujourd'hui, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la 6e extinction. On devrait dire d'ailleurs la 6e extinction de masse, parce que c'est dire simplement extinction, c'est un raccourci qui est pas très exact. La 6e extinction, on peut discuter de sa durée, parce que suivant les auteurs, disons, le début de cette extinction n'est pas forcément placé au même point dans la chronologie, hein. Donc, il se peut que cette 6e extinction ait commencé il y a déjà plusieurs milliers d'années en réalité. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard, parce que on suppose que certains grands mammifères, par exemple, à la fin de la dernière période glaciaire, ont été exterminés par l'action humaine. Donc ça ferait débuter cette 6e extinction il y a peut-être 10-12 000 ans. Ce qui veut dire que elle aurait déjà une certaine durée derrière elle. Mais on peut aussi considérer qu'elle s'accélère de plus en plus et qu'elle devient de plus en plus dramatique, disons, au fil du temps. Alors, le caractère aussi de l'extinction en masse qu'on peut lui trouver, c'est que ça affecte des êtres vivants, d'abord sur toute la planète. Ça, c'est aussi un des caractères des extinctions en masse, c'est que c'est pas des extinctions locales, hein, qui frapperaient une région du globe ou un continent, c'est quelque chose de mondial. Donc c'est le cas de cette 6e grande extinction, et elle touche des êtres vivants extrêmement variés, hein, des animaux terrestres, aquatiques, ayant des adaptations très différentes les unes des autres. Donc ça répond ça assez bien aux critères qu'on admet pour les grandes extinctions en masse. D'accord. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer que la communauté scientifique est d'accord pour dire qu'on est entré, qu'une 6e extinction massive est en cours. Oui, je pense qu'il y a une sorte de consensus. Ensuite, on peut discuter, et on en discutera certainement à un moment ou à un autre, des causes de ces grandes extinctions, et du fait que la 6e extinction de masse, elle n'a pas le même type de cause que celle du passé plus lointain, puisqu'elle est Oui, provoquée par... j'allais venir justement. Qu'est-ce qui la différencie des 5 extinctions massives précédentes? Ce qui la différencie, c'est que tout porte à croire qu'elle est provoquée par une espèce bien particulière qui est la nôtre, hein, qui est l'espèce humaine, qui est Homo sapiens. Alors que les grandes extinctions du passé, elles sont dues à des phénomènes très différents. La disparition des dinosaures lors de la 5e grande extinction, tout porte à croire qu'elle a été provoquée par l'impact d'une grosse météorite. Les extinctions plus anciennes, on discute encore de leur cause. Dans certains cas, on parle d'un volcanisme particulièrement violent. Dans d'autres cas, on a pensé à des oraux de glaciation. Mais ce sont des phénomènes externes, hein, qui sont venus perturber la biosphère et qui ont provoqué ces grandes extinctions. La 6e extinction, telle qu'on la conçoit, elle est provoquée par l'espèce humaine. Donc c'est très différent en ce qui concerne la causalité des grandes extinctions du passé. Ok, parce que dans les grandes extinctions du passé, c'est la dernière question que je pose, ensuite je laisse Imen remonter les questions du chat. Donc les extinctions du passé, elles n'ont jamais été provoquées par une espèce qui aurait pris le dessus sur les autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Homo sapiens sapiens. Non, il n'y a aucune raison de le penser, hein, parce que, pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que l'espèce humaine est la seule pratiquement dans l'histoire des êtres vivants qui est soit développée d'une telle manière, jusqu'à habiter tous les milieux
pratiquement tous les milieux possibles sur la surface de la Terre et avoir une influence aussi importante sur le milieu environnant. Aucune espèce auparavant dans l'histoire du monde vivant n'a réalisé ce genre de choses. Ok. Je pense qu'on a déjà des questions dans le chat. Imen, est-ce que tu peux les faire remonter? Oui. Première question de Marwen. Quelles sont les zones majeures touchées par la 6e extinction? Je Les zones dirais les plus touchées. un peu toutes les zones, en réalité, un peu toutes les parties de la planète. Alors, avec peut-être des endroits où les extinctions sont plus marquées ou plus notables que les autres. On sait par exemple que sur les îles, il y a des phénomènes d'extinction très très dévastateurs parce que ce sont des milieux particuliers, relativement restreints dans leur dimension, avec souvent des espèces qui sont adaptées à un milieu bien particulier, qui sont très fragiles. Dès qu'il y a une modification importante de ce milieu. Donc, quand on regarde les extinctions des siècles passés, on voit qu'il y a des extinctions absolument catastrophiques sur certaines îles, en particulier des îles océaniques sur lesquelles les hommes sont arrivés relativement récemment. Et on constate souvent qu'après l'arrivée des humains sur ces îles, les extinctions d'espèces sont très très nombreuses et vraiment dévastatrices. Et donc, de ce point de vue, c'est un type d'endroit du monde ou d'environnement du monde particulièrement fragile et sujet aux extinctions. Mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il s'en produit également sur les continents, dans les océans, un peu partout. Hein. D'accord. Ce sont Sinon, les îles qui sont les plus touchées. Oui, Pardon? ce sont bien les îles qui sont donc les plus touchées. Oui, elles sont particulièrement touchées, mais c'est pas. Je dirais que c'est particulièrement spectaculaire parce qu'on est dans un milieu relativement clos où on peut observer assez facilement ce qui se passe parce que sur une île, les espèces menacées peuvent difficilement s'enfuir ailleurs, si vous voulez. Donc, on voit vraiment en temps réel ce qui se passe. C'est un peu plus compliqué quand on est dans des zones de beaucoup plus grande dimension, plus grande surface, où on repère moins facilement et moins rapidement la disparition totale d'une espèce. Ok. Sinon, on avait une question de Nadine Stevens. À partir de quel chiffre peut-on dire que c'est une extinction de masse? Ça, c'est une question qui est délicate parce qu'on n'a pas vraiment de critères quantitatifs pour dire là, c'est une extinction de masse et avant, ça n'est pas une. Si on regarde les grandes extinctions du passé lointain, je veux dire, par exemple, il y a 66 millions d'années, on a estimé que 70% des espèces qui vivaient à la fin du Crétacé sur Terre ont disparu. Donc, voilà, ça c'est un chiffre qui est quand même énorme quand on y réfléchit, mais c'est pas le pire. Par exemple, à la fin du Permien, hein, il y a à peu près 250 millions d'années, on pense que peut-être 90% des espèces ont disparu. Donc c'est des taux d'extinction qui sont énormes. D'autres extinctions en masse ont peut-être été un peu moins dévastatrices, mais il faut bien voir que ce sont des estimations, on n'a pas vraiment compté à l'espèce près combien d'espèces auraient pu disparaître à ce moment-là. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible à faire. Donc en réalité, on n'a pas des chiffres vraiment précis qui permettent de dire « Ah, attention, là, on arrive à l'extinction en masse ». Simplement, on constate qu'il y a des extinctions très nombreuses dans un temps très court, et là, on se dit « Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, on est vraiment dans une situation assez dramatique ». D'accord. Sinon, il y avait une autre question de Marwen. Qu'a causé l'homme pour causer cette extinction? Alors ça, c'est
c'est une vaste question parce que quand on pense aux extinctions provoquées par l'homme, on peut se dire, bon, l'homme tue des animaux, hein, il chasse, et il détruit ainsi des espèces. Et on sait qu'effectivement, il y a des espèces animales qui ont disparu à cause d'une chasse excessive. Et un exemple qui est très connu et qui est récent, c'est celui du pigeon migrateur, hein, qui vivait en Amérique du Nord. C'était un pigeon qui vivait en en groupe extrêmement nombreux. On pense qu'à certaines époques, au début du 19e siècle, par exemple, il y avait plusieurs milliards de pigeons migrateurs. Alors, comme son nom l'indique, ils migraient sur d'assez grandes distances dans les forêts d'Amérique du Nord. Il y a de nombreux témoignages de ces époques, hein, du 19e siècle, où ils décrivent des masses absolument invraisemblables de pigeons. Et donc, ils étaient chassés, hein, pour les manger. Donc, bon, les gens venaient en groupe nombreux pour abattre les pigeons. Ensuite, ils étaient envoyés vers les grandes villes de l'Amérique du Nord pour être vendus. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, on a pensé qu'ils étaient tellement nombreux que la chasse n'aurait aucun effet. Et en réalité, les populations ont fini par s'effondrer assez rapidement. Et le dernier pigeon migrateur, il est mort dans un zoo aux États-Unis en 1914. Alors que quelques dizaines d'années auparavant, il y en avait encore des centaines de millions, voire des milliards. Donc la chasse directe, ça peut conduire à la disparition d'une espèce. On pourrait citer d'autres exemples. Mais ce n'est pas forcément la seule façon de supprimer une espèce. Il y a un autre facteur qui est d'ailleurs multiple, hein, qui est celui de la destruction de l'environnement et de l'habitat des espèces. Et ça peut être tout aussi dévastateur que la chasse directe. Et ça prend des formes assez variées. Par exemple, on peut citer l'exemple du dodo. Hein. Le dodo, tout le monde a entendu parler du dodo. C'était un pigeon géant, hein, qui ne pouvait plus voler, qui vivait à un seul endroit au monde, à l'île Maurice. Voilà quoi il ressemblait au moins à sa tête. Et le dodo a disparu à peine 100 ans après l'arrivée des premiers humains, les premiers Européens en l'occurrence, sur l'île Maurice. Avant, c'était une île où il n'y avait pas d'habitants humains. Les premiers colons arrivés à l'île Maurice, c'est à la fin du XVIe siècle, et à peu près un siècle plus tard, ou peut-être un petit peu plus, le dodo a complètement disparu. Alors, on sait que le dodo a été chassé pour sa chair, qui n'était pas forcément très bonne d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément le facteur principal. Le facteur principal, c'est peut-être l'introduction de toutes sortes d'animaux qui auparavant ne vivaient pas sur l'île Maurice, par exemple des chiens, des chats, des cochons, même des singes. Et ces animaux pouvaient se nourrir, peut-être pas des dodos adultes, c'était quand même pas forcément des proies très faciles, mais au moins des œufs et des jeunes du dodo. Le dodo pondait par terre, puisqu'il ne pouvait pas voler. Pondait apparemment un seul œuf à chaque fois. Et donc, c'était une espèce qui était très vulnérable à la prédation sur ses œufs. Donc, ce n'est pas forcément l'action directe de l'homme qui a éliminé complètement le dodo, c'est peut-être aussi très largement celle des animaux introduits par l'homme. Alors ça, c'est un point à prendre en compte. Et puis, il y a des destructions ou des dégradations de l'environnement qui sont aussi très, très nocives. Il y a des exemples récents. Par exemple, une des grandes espèces animales disparues récemment, c'est le dauphin du Yangtze, qui vivait dans le fleuve Yangtze en Chine, hein, dans le sud de la Chine, qui est un des plus grands fleuves du monde. Et ce dauphin qu'on voit ici, c'est un spécimen que j'ai photographié dans un musée en Chine. Il a été déclaré éteint en 2006, donc ça fait pas très longtemps. Et il a été un peu chassé pour sa chair, hein, mais au bout d'un certain temps, les autorités chinoises ont compris qu'il fallait faire quelque chose et ont tenté de le sauver, mais ça n'a pas réussi. Et pourquoi a-t-il disparu? À cause de la dégradation de son environnement, la pollution de l'eau, le développement du trafic fluvial, ce qui a fait que les populations se sont effondrées graduellement et que finalement, en 2006, on a constaté qu'on n'en trouvait absolument plus et qu'il a été déclaré éteint. Et on pourrait citer d'autres exemples, de nombreux autres exemples, pas directement qui a provoqué la disparition de l'espèce, mais la destruction de son environnement. Ok, merci. On a une question de... Donc on a différents facteurs qui font que l'être humain détruit massivement des espèces aujourd'hui.
La chasse, le fait qu'on ait amené de nouvelles espèces prédatrices d'autres espèces, la destruction des habitats, des milieux naturels des espèces, et puis la pollution. Oui. Imen, vas-y, tu peux enchaîner. Oui, désolée. Alors, on a une autre question d'Elena. Quelles sont les espèces les plus touchées par la 6e extinction, j'imagine? Alors, on a déjà parlé des espèces qui vivent sur les îles, on va pas y revenir. Ensuite, je dirais que les espèces les plus touchées, évidemment, c'est celles qui sont déjà relativement peu nombreuses, hein, forcément. Une espèce qui est, même si j'ai parlé du pigeon migrateur qui est parti de plusieurs milliards d'individus et qui en un siècle a disparu, mais malgré tout, une espèce qui n'est plus représentée que par un petit nombre d'individus, elle a plus de chances de disparaître qu'une espèce qui est très très nombreuse et aussi très répandue à la surface du globe. Donc une espèce qui vit sur un territoire relativement restreint avec relativement peu d'individus, évidemment, elle est beaucoup plus fragile et susceptible d'être détruite directement par la chasse, soit par les activités humaines. Il est clair que des espèces comme, je ne sais pas, les rats, par exemple, qui sont répandus dans le monde entier, même si on fait tout ce qu'on peut pour s'en débarrasser, ce n'est pas une espèce qui est véritablement très menacée, parce qu'elle est tellement nombreuse et tellement répandue à la surface du globe qu'elle ne risque pas grand-chose. En revanche, une espèce de petit sur une île va être beaucoup plus en danger, ou encore une espèce qui vit dans un milieu bien particulier sur un continent, par exemple dans la forêt tropicale, qui a relativement peu d'individus, elle va être très menacée par la destruction éventuelle de son environnement. Il y a une liste qui a été établie des espèces, des espèces éteintes. Sur les 500 des espèces éteintes, oui, il y a des listes qui existent. Et alors, il y a aussi des listes, bien sûr, des espèces qui sont menacées actuellement, les fameuses listes rouges d'espèces en danger. Il y a toute une classification des espèces encore existantes mais menacées, avec des degrés dans la menace, si on peut dire, entre celles qui sont très menacées, vraiment au bord de l'extinction, celles qui sont un peu moins, celles qui sont à risque quand même, mais pas dans un risque d'extinction immédiat. Donc il y a toute une classification qui existe, qui est utilisée par les instances internationales qui s'occupent de protection des espèces. Et quand déjà il en existe des listes, et c'est des listes qui sont, hélas, qui sont longues. Alors évidemment, je parle des espèces éteintes récemment, parce qu'évidemment, si on part dans les temps géologiques lointains, là, il a existé des millions et des millions d'espèces qui n'existent plus aujourd'hui. Mais ça, c'est un peu une autre histoire, disons. Sinon, une question de Ryan. Quels dégâts peuvent causer une extinction? Quels dégâts? Les dégâts... Alors, le premier dégât, évidemment, c'est la perte de biodiversité, le fait qu'on se retrouve avec de moins en moins d'espèces végétales, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des plantes qui disparaissent, des animaux, même si les animaux sont peut-être plus spectaculaires. Donc, c'est une perte en soi d'avoir une espèce qui n'existe plus. Hein. Mais les dégâts à plus long terme sont à prendre en compte aussi, c'est-à-dire que ces espèces qui disparaissent, ce sont des ressources. Je ne parle pas seulement des ressources pour l'utilisation humaine. Il faut bien voir qu'une espèce qui disparaît, ça peut provoquer une réaction en chaîne qui va provoquer aussi la disparition d'autres espèces. Une espèce qui disparaît, par exemple, les espèces qui se nourrissent de cette espèce, évidemment, vont avoir de gros problèmes si leur source de nourriture disparaît. Ce sont des équilibres qui se brisent, en fait, à cause de la disparition d'espèces, et ça peut avoir des conséquences très fâcheuses.
sur un groupe d'espèces qui sont liées entre elles, et si un maillon de la chaîne se casse, eh bien ça peut avoir des conséquences beaucoup plus vastes. Et ça, c'est un des grands dégâts de la disparition même d'une espèce, d'une seule espèce, parce qu'ensuite, ça va entraîner des disparitions en chaîne. Est-ce que vous avez un exemple? Des exemples, alors je cherche des exemples de disparition alors il y a des choses intéressantes qui ont été étudiées par des écologues, pas forcément des cas de disparition totale, mais par exemple il y a quelque chose qui a été étudié dans le parc national de Yellowstone dans l'Ouest américain, où c'est un parc très ancien, un des premiers qui a été établi aux États-Unis pour protéger la nature. Et à un moment donné, on a une population de loups. Alors, parce que les loups causaient des dégâts, etc. Donc, on a supprimé les loups, ont disparu du parc. Et on s'est aperçu que ça avait à terme des conséquences assez fâcheuses sur l'environnement du parc. Parce que les loups étant parmi les plus grands prédateurs sur le parc de Yellowstone, une fois qu'ils ont disparu, d'autres espèces n'ont pas disparu, au contraire, se sont multipliées de façon exagérée. Et notamment des herbivores, comme les cerfs, par exemple, qui ont commencé à détruire une partie de la végétation en détruisant, par exemple, les jeunes pousses des arbres, et ça a provoqué des modifications de l'environnement de la réserve tout à fait fâcheuses, avec des modifications du couvert végétal, avec finalement une influence même sur le cours des rivières, etc. Et quand on a regardé des loups à Yellowstone qui ont recommencé à manger les herbivores, on est revenu à un équilibre qui avait disparu à cause de la disparition des loups. Et on est revenu à des environnements plus équilibrés et dans un sens plus satisfaisant. Donc, ce qui montre que la disparition, même locale d'une espèce, elle peut avoir des conséquences très négatives sur l'environnement où elle vivait auparavant. Ok. Question de Sheva. Les extinctions des espèces sont-elles exponentielles? Alors, exponentielle, c'est peut-être un grand mot, mais il est vrai que, comme je disais précédemment, la disparition d'une espèce peut, et souvent c'est le cas, entraîner d'autres disparitions. Et c'est un effet boule qui fait qu'on part d'une disparition et de fil en aiguille, d'autres espèces vont disparaître, les écosystèmes vont se modifier, et de ce point de vue-là, peut-être que exponentiel est un mot un peu fort, mais il est certain qu'il y a un effet négatif croissant à partir de la disparition d'une espèce donnée. Est-ce qu'on a un taux, une estimation du taux de disparition des espèces par année? Oui, alors c'est pas facile à estimer pour des raisons diverses, parce que avant d'être certain qu'une espèce a disparu, ça prend parfois pas mal de temps. Il faut être capable de constater qu'on ne trouve plus un seul individu de l'espèce en question, ce qui n'est pas vraiment évident. Mais par exemple, je disais récemment qu'on estimait, c'est une estimation, que peut-être 26 000 espèces. Alors, on vous a perdu. Oui, ça a coupé, on est d'accord. Ouais. Alors, on va attendre qu'ils reviennent. On pourrait chanter une chanson en attendant. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Soyez pas timides. Allez-y, c'est votre chance. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend de nouveau. Alors, on va repartir. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. On était en train de parler du nombre d'espèces qui disparaissent chaque année, qui serait peut-être de l'ordre de
de 25 000 ou 26 000 par an, ce qui est énorme, on y songe, sachant qu'on pense qu'actuellement, il existe peut-être entre 7 et 10 millions d'espèces vivantes sur la Terre. C'est encore une estimation. Et sachant qu'on ne les a pas encore toutes découvertes. Hein. Tous les ans, on découvre de nombreuses espèces, plusieurs milliers de nouvelles espèces par an. Peut-être de l'ordre de 18 000 par année. Alors, ce n'est pas forcément des choses très spectaculaires. Hein. On ne découvre pas une nouvelle espèce de rhinocéros chaque année. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça peut être des espèces assez discrètes, disons, des insectes, des petits animaux que nous jugeons peu spectaculaires, mais ça montre qu'on n'a pas encore fait l'inventaire de toutes les espèces qui vivent sur la planète. Et puis alors d'un autre côté, on sait qu'il y en a peut-être plusieurs milliers par année. Et peut-être qu'il en disparaît plus que le nombre que l'on découvre. C'est quand même assez inquiétant. Alors tout ça, bien sûr, c'est à prendre quand même avec un peu de précaution parce que ce sont des estimations. On peut compter à peu près le nombre d'espèces nouvelles qui sont découvertes chaque année parce que elles sont, quand je dis espèces découvertes, ce sont des espèces qui sont décrites scientifiquement. Hein. Et donc, ça, c'est dans des publications scientifiques, ça peut être compté. On peut dire, bon, ben, en 2021, on a décrit X espèces nouvelles. Savoir combien d'espèces sont disparues en 2021, c'est un peu plus compliqué pour raisons que j'expliquais, parce qu'avant d'être certain qu'une espèce a disparu, ça prend quand même un peu de temps, n'est-ce pas? Mais ce qui paraît à peu près certain, c'est que le nombre d'espèces qui disparaît chaque année est loin d'être négligeable. D'ailleurs, pourquoi on parle d'une 6e extinction en masse? D'accord. On a une seconde question de Sheva. La 6e extinction est-elle inéluctable? Inéluctable, disons qu'elle est en route. Hein, donc, de ce point de vue-là, elle a déjà commencé. La question qui se poserait plutôt, c'est est-ce qu'on peut ralentir, est-ce qu'on peut faire quelque chose, parce que elle est déjà en route. Hein, donc maintenant, ce que l'on essaie de faire, avec plus ou moins de succès, c'est de limiter les dégâts, hein, de faire que par tous les moyens qu'on peut imaginer, on ralentisse cette disparition d'espèces. Et ça veut dire... Enfin, c'est compliqué parce que, comme on le disait tout à l'heure, les espèces, elles disparaissent pour toutes sortes de raisons, qui peuvent être la chasse excessive, mais qui peuvent être aussi la destruction de l'environnement. Et donc, ça veut dire des mesures à prendre un peu partout dans le monde, dans des endroits très différents, avec des techniques à mettre en œuvre qui sont différentes. Donc, c'est pas facile. Une question de Simplex Paléo. Vu le grand nombre d'espèces disparues ces derniers temps, doit-on s'inquiéter? Quels seront les impacts à venir? Bon, mais je répondrai à mon ami en question, puisque je connais l'auteur de cette question. Bien sûr qu'on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter parce que si on est dans une situation où on a plusieurs milliers d'espèces qui disparaissent chaque année, ça veut dire une perte de biodiversité qui est assez effrayante, hein, et donc un appauvrissement du monde vivant. Alors, on peut s'inquiéter pour plusieurs raisons. On peut s'inquiéter presque d'un point de vue esthétique en se disant que ben, c'est beau la nature, c'est beau le monde vivant, c'est lamentable qu'il soit en train de dépérir. Et puis on peut avoir un point de vue plus pratique et se dire que ça a des conséquences qui sont fâcheuses sur l'ensemble de notre environnement. Le fait que, par exemple, les abeilles soient en train de décliner, ça ou plus généralement les insectes pollinisateurs, ça peut avoir des conséquences très graves pour l'agriculture, et donc des conséquences à terme très graves simplement pour l'alimentation de la population humaine. Donc les conséquences des extinctions, elles sont sérieuses,
elles ne sont pas uniquement, je dirais presque théoriques, de se dire, bon, c'est dommage, il y a quelques espèces qui disparaissent, ou même il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. Ça a des conséquences pratiques et directe sur notre existence. C'est un peu égoïste peut-être de voir ça comme ça, mais c'est aussi une façon d'alerter le public sur les dangers que font courir ces extinctions. Parce que clairement, on peut s'inquiéter quand on voit, on l'a dit tout à l'heure, le nombre d'espèces relativement spectaculaires, même sans parler des espèces dont on soupçonne à peine l'existence, le nombre d'espèces qui ont disparu depuis l'an 1500, c'est tout de même très inquiétant. Une question de Charlène. A-t-on une idée des espèces qui pourraient survivre à la suite de cette 6e extinction? Alors, on peut penser aux espèces qui sont ce qu'on appelle des commensales de l'homme, c'est-à-dire les espèces qui sont adaptées à vivre à proximité et en lien direct avec les humains. Ça veut dire toutes ces espèces qui vivent à nos côtés. Je ne parle pas particulièrement des espèces domestiques, hein. Je parle plutôt des espèces qui vivent à nos côtés en profitant un peu de nous. Je parlais tout à l'heure des rats qui envahissent toutes les grandes villes du monde et qui ne sont pas spécialement en danger d'extinction. Ils se portent, on peut le regretter, mais ils se portent très bien en se nourrissant des déchets de l'activité humaine. Et il y a un certain nombre d'espèces de ce type, un peu parasites si on veut, qui ne sont pas très menacées parce qu'au contraire, elles profitent du développement des humains et de leurs activités. Alors ça, c'est des espèces qui sont pas forcément, qui sont vraiment pas très menacées, et malheureusement, c'est pas forcément celles qu'on aimerait voir survivre. Je pense aussi aux espèces qui sont hyper résistantes à tout, comme les cafards, ou enfin, je sais pas s'il y a d'autres Oui, c'est espèces ça, comme ça. mais ça en fait partie d'ailleurs. Oui, il y a des espèces qui sont extrêmement résistantes, vous avez raison, hein, qui résistent à un peu tout ce qu'on veut. Il y en a qui résistent à des doses de radiation qui tueraient un peu n'importe qui, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que en résistant à un certain type de danger, on n'est pas fragile vis-à-vis d'un autre d'ailleurs, mais ça c'est une autre question. Question de Barnabé. La disparition des oiseaux dans les campagnes depuis quelques dizaines d'années est-elle un signe de cette extinction, ou est-ce une observation locale? Non, c'est tout à fait un signe de cette extinction, et c'est un signe d'extinction provoquée par plus que par la chasse directe, parce que la chasse aux oiseaux, elle est très régulée maintenant dans la plupart des pays développés, en tout cas, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a 100 ans. Hein. En France, il y a 100 ans, on encourageait beaucoup à tuer toutes sortes d'espèces d'oiseaux considérées comme nuisibles. Maintenant, c'est plus le cas. Mais les populations d'oiseaux diminuent. Et pourquoi? C'est parce que leur environnement est dégradé. Leur source à cause des nouvelles pratiques de l'agriculture intensive, à cause des pesticides, à cause de la destruction de toutes sortes d'habitats du fait des nouveaux types de cultures. Et ça n'est pas une observation locale, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout dans le monde. Et c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Une question de Dozia. Par espèce, parle-t-on de toutes les formes de vie, bactéries et virus inclus? Oui, les espèces, le terme d'espèce décrit une unité biologique, donc il y a des espèces végétales, et il y a des espèces aussi chez les micro-organismes. Les virus, c'est un peu particulier parce que ce sont des êtres vraiment très, très spéciaux par rapport aux autres êtres vivants, mais le terme d'espèce englobe
des êtres vivants extrêmement variés, depuis des animaux microscopiques jusqu'à des choses comme les éléphants ou les baleines. Hein. C'est extrêmement vaste ce qu'on entend par espèce. D'accord. Et dans les 12 000 espèces qui disparaissent par an, enfin, je pense que c'est à peu près l'ordre de grandeur, Oui. on compte les espèces végétales? Je pense que oui, je ne sais pas exactement comment on est arrivé à ce chiffre et si ça inclut uniquement les espèces animales ou les espèces végétales. C'est vrai qu'on parle moins des espèces végétales, mais il y a également des extinctions dans le monde végétal. Alors, je ne connais pas très bien la question parce que je ne suis pas du tout un botaniste, mais il est certain que les extinctions dans le règne végétal, ça existe aussi. Ok. Sinon, on a une question de Ikiko Marie. Y a-t-il déjà eu des erreurs dans la déclaration d'espèces disparues, des espèces que l'on croyait disparues et puis qui ont réapparu par la suite, entre guillemets? Oui, oui, tout à fait. Il y a des espèces qu'on a cru disparues et qu'on a fini par retrouver vivantes. Hein. Je cherche des exemples. Par exemple, il y a un pécari. Hein. Les pécaris sont une espèce de cochons sauvages qui vivent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et il y a une espèce de pécari trouvée d'abord à l'état fossile. On pensait que c'était une espèce éteinte. Et on l'a retrouvée ensuite bien vivante dans le centre de l'Amérique du Sud dans les années 1970. Donc c'est un exemple d'une espèce que l'on croyait une espèce éteinte et en fait existait toujours. Et ça, il y a un certain nombre d'exemples d'espèces que l'on a pensé être des espèces éteintes et qui sont réapparues, si on peut dire, un peu à la surprise générale. Donc ça arrive. Malheureusement, pas aussi souvent qu'on pourrait l'espérer. Sinon, on a une question de Sébastien Maisonneuve, peut-être qu'il voulait répondre à quelque chose qui a été dit plus tôt, mais c'est quelle espèce? Les vaches, les cochons, les canards? Donc peut-être juste rappeler quelles sont les espèces qui sont les plus en danger, mis à part celles qui vivent sur les îles, mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt les mammifères, les reptiles, voilà. Oh, je pense que tous les groupes d'animaux sont menacés d'une façon ou d'une autre, mais on sait par exemple que en ce moment il y a un grand problème avec les batraciens, avec les grenouilles. Beaucoup d'espèces disparaissent pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires d'ailleurs, mais ça pose un sérieux problème, cette grande disparition de certaines espèces d'amphibiens que l'on constate dans beaucoup d'endroits du monde. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment personne n'est à l'abri, si on peut dire, hein, de l'extinction. Alors, il est vrai qu'il y a des espèces qui sont plus visibles, si on peut dire, que d'autres, hein, plus spectaculaires, et qui vont plus attirer l'attention si elles disparaissent. C'est sûr que si une espèce d'insecte dont on n'a jamais entendu parler disparaît, ça ne va pas faire les grands titres des journaux. Quand c'est des gros animaux comme le dauphin de Yangtze dont on parlait tout à l'heure, ça fait davantage réfléchir, bien entendu. Okay. Une question de Claire Vive. Pour faire les comptages d'espèces ou de destruction sur la planète entière, y a-t-il un organisme scientifique qui centralise toutes ces données? Alors, il y a des organismes qui s'occupent de la protection de la nature, hein, des organismes internationaux, qui justement établissent ces listes rouges dont on parlait tout à l'heure, qui évalue le danger que courent les espèces, et ce danger qui peut aller jusqu'à l'extinction, et donc qui déclare des espèces éteintes. Mais c'est un travail international, effectivement, donc il y a une centralisation qui se fait au niveau international, mais évidemment, comme ça concerne le monde entier et des milieux extrêmement variés, y compris aussi bien dans les océans que sur les continents, ça veut dire que ça représente le travail de milliers et de milliers de chercheurs, hein, qui s'occupent chacun dans son coin, si j'ose dire,
d'espèces ou de groupes d'espèces dans des milieux particuliers, dans des lieux particuliers du monde. Donc pratiquement tous les pays maintenant ont des organismes de protection de la nature, plus ou moins efficaces en fonction des moyens disponibles. Et tout ça, évidemment, ensuite remonte à l'échelon international jusqu'à ces fameuses listes d'espèces menacées. Ok. Et on a une question qui n'a pas été posée. Tout à l'heure, vous parliez d'effet boule de neige. La disparition d'une espèce peut entraîner en cascade la disparition d'autres espèces. Est-ce que ça peut remonter jusqu'à nous, du coup? Jusqu'à nous, Les êtres humains. oui, je vois la question, bien sûr. Il faut voir ça, je pense, d'une façon plus large. C'est est-ce que les activités humaines qui conduisent à la destruction des environnements ne peuvent pas mettre en danger l'espèce humaine elle-même. Et évidemment, c'est toute la question de la protection de l'environnement qui est un problème gigantesque avec des ramifications énormes. Alors, évidemment, c'est pas parce que de nombreuses espèces de grenouilles en Amérique centrale vont disparaître que ça va forcément mettre en danger immédiatement l'espèce humaine. Et tout ça fait partie d'un problème plus vaste qui est celui de la transformation de l'environnement terrestre par les activités humaines, qui un jour ou l'autre pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour la survie même de notre espèce. Donc c'est une question un peu rhétorique dans un sens, mais qui est quand même sérieuse. Sinon, question du professeur Chen. Les espèces invasives sont-elles une menace sur la biodiversité? Oui, tout à fait. Elles sont une menace pour la biodiversité. On l'a évoqué tout à l'heure un peu avec l'histoire du dodo à l'île Maurice, hein, qui a été victime peut-être autant des espèces invasives amenées par les humains que des humains eux-mêmes. Et c'est quelque chose que l'on constate régulièrement, hein, surtout dans des milieux clos comme ceux des îles, mais pas uniquement. Sur des espaces beaucoup plus vastes, on voit par exemple comment en Europe, l'écrevisse américaine est en train de déloger complètement les écrevisses indigènes européennes. On a des exemples très nombreux de ce genre de choses, hein, où on pourrait parler des écureuils en Grande-Bretagne, où l'écureuil roux européen a été presque totalement éliminé par l'écureuil gris, qui est une espèce invasive apportée d'Amérique du Nord. Donc ça, les exemples sont très nombreux du grand danger que font peser les espèces invasives sur les espèces indigènes. Juste une petite précision de Sébastien Maisonneuve qui disait non, je parlais des espèces qui étaient le plus susceptibles de survivre. Et là, il parlait des vaches, des poulets, des cochons. Parce que c'est. Ah, susceptibles de survivre. Ça, c'est différent. Ouais. Ce sont des espèces domestiques, donc on est tout à fait dans un autre cas de figure. Les espèces domestiques comme les poulets, les cochons, enfin tous les animaux domestiques, ils survivent grâce au bon vouloir de l'homme. Hein. Si on décide qu'on n'a plus besoin de poulet parce qu'on n'a pas envie de manger du poulet, l'avenir du poulet est évidemment très menacé parce que le poulet à l'état sauvage, il n'existe plus guère. Hein. Et d'ailleurs, on peut le voir à une certaine échelle, c'est-à-dire qu'il y a des races domestiques, je ne parle pas d'espèces, hein, mais des races domestiques qui ont disparu parce que elles sont passées de mode, on a trouvé que ce n'était pas assez rentable, et on a cessé de les élever, et donc elles n'existent plus. Donc, les espèces domestiques, elles dépendent entièrement du bon vouloir de l'homme qui les élève. Et on est dans une problématique qui est, je pense, très différente de celle des espèces sauvages qui disparaissent à cause des actions humaines. Donc on observe une disparition très importante des espèces qui serait liée à l'être humain, mais comment on peut agir, nous, à notre échelle? Parce que là, c'est un peu déprimant depuis tout à l'heure. Oui, c'est déprimant, bien entendu. Donc, mais bon, il y a des tentatives qui sont faites. Il y a même des choses assez extraordinaires qui ont été réalisées pour sauver des espèces qu'on croyait complètement condamnées. Hein. À l'île Maurice, il y a
par exemple, il y avait une espèce de faucon cresserelle dont il ne restait que quelques individus. Donc, vous pouvez se dire, cette espèce, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Il y a eu des programmes d'élevage en captivité, de réintroduction dans la nature, ce qui fait que maintenant, il y a plusieurs centaines d'individus de cette espèce de faucon. C'est un exemple de résultats positifs qui montrent que tout espoir n'est pas perdu. Il y a aussi une espèce de pigeon à l'île Maurice, ils sont très forts pour ça apparemment sur cette île, et où là encore on se retrouvait avec des nombres d'individus absolument ridicules, et on a réussi à faire remonter le nombre d'individus, ce qui fait que l'espèce est peut-être sauvée. On pourrait aussi même parler de ce qui est pratiquement un emblème d'espèces menacées, c'est le panda, le grand panda, qui a longtemps été considéré comme extrêmement menacé, et les Chinois ont eu des programmes de sauvegarde du panda très efficaces, ce qui fait que maintenant, le plus sur la liste des espèces les plus menacées qui soient. Donc, dans certains cas, quand on a la volonté et les moyens, on peut réussir à sauver des espèces. Et là, je vois une question qui arrive sur le panda roux qui demande Oui, si c'est ça. il est menacé. Et je ne pense pas que le panda roux soit très très menacé, mais ce n'est pas forcément une espèce en très bonne santé non plus, hein, parce que il vit dans des environnements de forêt, de montagne en Chine, et il faut faire attention à la préservation de ce style d'environnement pour que le panda roux n'ait pas de problème. Il n'a jamais été aussi menacé que était le grand panda, à ma connaissance en tout cas, mais le grand panda maintenant, je ne dirais pas que tout va bien, mais enfin il y a de bons espoirs pour sa survie. Le panda roux, il ne faudrait pas que, à cause de la destruction de son environnement, il se retrouve en danger. Est-ce qu'on a d'autres questions, Imen? Non, on n'a pas d'autres questions. Bon. Donc on finit sur une touche positive. On peut réintroduire des espèces et ça peut marcher. On peut réintroduire des espèces, on le fait, on arrive à en sauver, et donc tout espoir n'est pas perdu. Quelquefois ça ne marche pas, hein, mais parfois ça fonctionne, heureusement. Et en France, est-ce qu'il y a des gros programmes de conservation des espèces? En France, comme ailleurs, il y a des espèces qui sont menacées. Mais effectivement, il y a des programmes qui existent, qui sont très souvent des programmes de préservation du lieu dans lequel vivent ces espèces. Il y a par exemple, il y a certains oiseaux qui pondent sur les plages et qui sont menacés par les activités liées au tourisme, et donc il y a des tentatives pour préserver le milieu littoral dans lequel vivent ces oiseaux. Et effectivement, il y a des tas d'initiatives qui sont prises en France pour la préservation des espèces, qui sont, je pense, en ce qui concerne la France, surtout des tentatives de préservation de milieux menacés, parce que si les milieux en question se dégradent trop, eh bien, les espèces qui les habitent vont en subir les conséquences. Moi, je connais en Bretagne, en tout cas, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et puis le Conservatoire du littoral aussi, qui est très actif sur les côtes bretonnes. Tout à fait. La LPO, d'ailleurs, elle existe dans toute la France. Elle a des branches dans toute la France, en Bretagne entre autres, mais en Normandie, enfin ailleurs, un peu partout. Et c'est une association avec des branches un peu partout sur le territoire qui est très active pour la protection des oiseaux, puisque c'est son but, par toutes sortes de moyens. Est-ce que vous auriez des ressources, des lectures, des contenus audio ou vidéo assez accessibles que vous pourriez nous recommander? J'en ai pas beaucoup comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y a un très bon livre sur la 6e extinction qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle La 6e extinction, par Elizabeth Kott, qui est une journaliste américaine. Et le
le livre a été traduit en français, donc il y a peut-être 5-6 ans. Et c'est un livre qui est très agréable à lire. C'est sous forme de reportage sur des cas concrets d'espèces menacées et de la façon dont on essaie de les sauver. Donc ça, c'est un livre que je recommande vraiment. Il est très bien écrit et très intéressant à lire. D'Elisabeth Kolbert. Oui. Okay. Elisabeth Kolbert, oui. Vous pouvez aussi nous parler de votre dernier livre, là, qui est sorti en 2020, peut-être? Alors, mon livre en 2020, qui s'appelle « Sommes-nous tous voués à disparaître », hein, qui est sorti aux éditions du Cavalier Bleu, c'est la collection Idées reçues, donc ce sont des petits chapitres qui discutent d'idées vraies ou fausses des espèces, donc, et qui essaie de faire un peu le point sur les extinctions d'espèces, à la fois dans le passé lointain, qui est plutôt mon domaine, puisque je suis paléontologue, et puis dans l'actuel, et éventuellement même le futur, puisque la 6e extinction, c'est quelque chose qui a commencé il y a un moment, et qui malheureusement est appris à se poursuivre, hélas. D'accord. On vous retrouve le lien pour vous le mettre dans le chat aussi. Hop. Donc, on va terminer là-dessus. On arrive donc à la fin des questions. Éric Buffetot, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à toutes ceux et celles qui étaient présentes et qui nous ont posé des questions dans le chat. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, elle sera en replay sur Twitch, YouTube et sur Facebook, et puis elle sera mise aussi sur le site de Brief Science. On vous donne donc le rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. On ne connaît pas encore le sujet, puisque c'est vous qui allez choisir. On vous enverra un petit sondage avec 3 choix, en tout cas pour nos abonnés. Merci à vous pour votre invitation. Et merci à tous ceux qui posent des questions, qui étaient très pertinentes. Merci à tous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Brief Science, n'hésitez pas à aller visiter notre site, donc www.brief.science. Très bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.